Alors, nous allons commencer notre débat sur le futur avion de combat piloté et non piloté. Quels seront les industriels pour développer cet avion de combat de 6e génération européen? Pour l'Europe, il est temps de se pencher sur le successeur du Rafale et de l'Eurofighter et du Gripen. Dassault Aviation et BAE Systems ont déjà embarqué sur un programme de recherche FCAS, mais que font les autres? Et donc, pour débattre de ce thème, j'ai le plaisir d'accueillir François Mestre, directeur adjoint de la direction de la stratégie à la DGA et chef du service de préparation des systèmes futurs et d'architecture. J'ai également le grand plaisir d'accueillir Olivier Andriès, PDG de Safran Aircraft Engines. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ex-Stenkma. Et j'ai aussi le très grand plaisir d'accueillir Pierre-Éric Pommelet, directeur général adjoint de Thales en charge des systèmes de mission de défense. Alors nous allons entamer tout de suite ce débat. François Mestre, quels industriels pour développer l'avion de combat de 6e génération? Et pour évoquer ce futur avion de combat, faut-il parler désormais de système de combat aérien et non plus d'un simple programme de chasseurs-bombardiers? Bonjour. C'est bon, ça marche. Ça marche. Donc la table ronde qui nous réunit va parler de la stratégie industrielle pour le futur avion de combat piloté, et je me permets de faire une petite digression en guise d'introduction. Il convient de constater la forte évolution de ce que nous appelons actuellement le système de combat aérien. Longtemps concentré sur les seuls avions de chasse, les bombardiers lourds n'étant réservés qu'à quelques nations, il comporte maintenant de nombreux systèmes. Je parle des avions de commandement, qui sont symbolisés en Europe par l'AWACS, les avions ravitailleurs, dans lesquels Airbus a pris toute sa place récemment, mais également les missiles de croisière, qu'ils soient tirés d'avions, de plateformes navales ou même de plateformes terrestres. À ces composantes, il convient bien entendu de rajouter les systèmes de drones, avec un premier cas les systèmes de drones de renseignement, dans lequel il y a actuellement un duopole industriel en Occident, avec Israël et les États-Unis, mais dans lequel beaucoup d'industriels essayent d'avoir une place et de créer une place. Et bien entendu, il y a les drones de combat, pour lesquels, à ce stade, seuls de nombreux démonstrateurs ont été réalisés. Pour nous, le système de combat aérien n'est pas une simple juxtaposition des moyens. La mise en réseau rendue possible par l'apport des nouvelles capacités de communication et de calcul embarqué est une évolution majeure de la composante. Et c'est bien dans ce domaine que nous devons rechercher à évoluer, car le devenir industriel de l'aviation de combat ne se situe pas seulement chez les grands systémiers intégrateurs, mais également de la mise en réseau en temps réel, y compris avec les systèmes sol, dans celui du traitement de l'information et dans celui de l'intelligence artificielle. Cette approche globale ne doit néanmoins pas nous faire oublier que pour maîtriser un système de systèmes tel que je viens de le décrire, nous devons maîtriser les briques élémentaires qui le composent. Pour cela, j'ai proposé d'identifier 3 axes principaux que j'appellerai par souci de simplicité les plateformes, c'est-à-dire toutes les composantes aéroportées, les équipements, ce qui équipe les plateformes, mais également les systèmes sol, et le système de combat, qui est bien le système qui relie ces 3 équipements. Dans le domaine des plateformes, comme c'était dit en introduction, en sus des acteurs du Typhoon, du Rafale et du Gripen, moi je vois 3 axes principaux se détacher dans l'avenir. Le premier s'articule autour de Dassault, Airbus et Finmeccanica pour répondre aux besoins du drone mâle européen. Les premiers travaux industriels seront lancés au second semestre 2016. Le deuxième s'articule autour de Dassault et BAE pour les travaux technologiques franco-britanniques sur le futur le drone de combat européen en cours. Et le troisième, et il ne faut pas les oublier, c'est l'ensemble des industriels européens qui sont engagés autour du F-35. En complément, dans la composante des avions gros porteurs, on a Airbus qui semble être un point central de l'industrie européenne dans ce domaine-là, même si toutes ces structures des avions de mission restent à consolider. Il reste un point sur lequel il convient de travailler, c'est les avions de combat, de lutte sous-marine et anti-navire. Je veux parler du successeur de la TL2. Et là-dedans, est-ce que l'Europe a une place en face du P-8 américain? Dans le domaine des équipements, il conviendra d'avoir durablement une maîtrise au niveau national qui semble persister. L'Allemagne, récemment, a communiqué sur les savoir-faire technologiques qu'elle considérait comme souverains et dans lesquels elle souhaitait conserver la maîtrise dans la durée.
trouve que c'est une bonne chose que l'Allemagne nous dise voilà où je veux maîtriser. Ça permet de faciliter les échanges et les discussions avec eux. Pour ce qui concerne les moteurs des chasseurs, sauf surprise, la structuration européenne devra se faire autour de Safran et de Rolls-Royce, avec bien sûr une place à trouver pour peut-être d'autres acteurs du domaine, et on compte bien que la fertilisation croisée entre les moteurs civils et les moteurs militaires nous permette non seulement de faire des économies, mais aussi de gagner en innovation et en performance. Dans le domaine de l'électronique de défense, le paysage reste encore largement évolutif. Bien sûr, il y a Thales, il y a Leonardo, il y a KKR, mais il y a aussi d'autres petits, entre guillemets, acteurs en Espagne ou dans tous ces pays qui souhaitent avoir une place, et c'est bien autour de toutes ces sociétés qu'il faudra construire quelque chose. Mais comme je l'ai souligné en introduction, l'enjeu industriel technologique réside, de mon point de vue, dans l'interaction de ces différentes composantes, ce que j'appelle le système de combat. Aussi bien à l'échelle nationale, mais à l'échelle européenne et aussi avec l'OTAN. Donc il faudra bien regarder l'ensemble des capacités qu'il faut mettre pour faire discuter tous ces systèmes ensemble. Beaucoup d'acteurs industriels du secteur de défense disposent des compétences et du savoir-faire pour s'engager dans cette voie. Mais cette fonction relève-t-elle de ce qu'on appelle les systèmes intégrateurs, Dassault, Airbus, Finmeccanica, Saab, de ce qu'on appelle les électroniciens de défense, Leonardo, Thales, KKR, ou de nouveaux acteurs à identifier ne supportant pas le poids du passé. Je pense que l'arrivée de SpaceX dans le spatial nous fait tous réfléchir à dire ces nouveaux systèmes et cette nouvelle approche, faut-il la prendre différemment? Je suis convaincu que pour l'industrie européenne, c'est une opportunité, et si on ratait cette opportunité au niveau de l'échelle européenne, d'autres acteurs prendraient la place. Pour structurer l'industrie de défense en réponse, je pense qu'il faudra laisser de la place à de nouveaux acteurs industriels européens, pas pour les absorber, mais pour tenir compte de leur capacité d'innovation, qu'elles viennent de grandes structures ou de petites PME, et intégrer constamment dans notre structuration européenne les besoins de réponse à la souveraineté de chaque nation. Mais pour moi, enfin, la vraie question dans le domaine industriel relève de qui seront les architectes du système de combat aérien futur, et comment ces architectes animeront les travaux de tous les acteurs de la filière. Ces travaux relèvent-ils vraiment de l'industrie, ou bien est-ce pour la France, à la DGA, à assurer ce rôle? Merci François Mestre pour toutes ces précisions. Je vais passer la parole à Olivier Andriès. Olivier Andriès, quels sont les enjeux pour Safran, qui est l'un des rares motoristes à pouvoir motoriser un avion de combat aujourd'hui en Europe avec Rolls, sur le futur avion de combat aérien? Quels sont vos enjeux, vous, Safran? Merci Michel. Je crois qu'il est important de rappeler à l'audience que Safran est aujourd'hui surtout connu dans le monde pour son partenariat dans le domaine civil, de l'aéronautique civile avec General Electric autour de ce qu'on appelle le CFM, donc le CFM 56, qui est le moteur qui a motorisé donc depuis très longtemps les Boeing 737 et les A320. Et donc cette aventure continue maintenant avec le programme LEAP. Mais une fois qu'on a dit ça, il est absolument fondamental de rappeler que ce qui fait la force de notre société dans le domaine des moteurs d'avion, c'est précisément notre capacité à développer et intégrer un moteur complet que nous avons pu acquérir grâce à notre activité militaire. Safran aujourd'hui fait, comme Rolls-Royce, partie du club très fermé des motoristes aéronautiques qui sont capables de développer un moteur complet de A à Z, partie froide et partie chaude. Et ça, nous le devons du fait de notre participation donc au programme militaire et donc au programme d'avions de combat, et pour ce qui nous concerne, grâce au développement qui a été fait il y a maintenant 20 ans autour du M88, qui est donc le moteur du Rafale. Dans le domaine militaire, notre partenaire naturel et historique, c'est Rolls-Royce. C'est notre partenaire naturel et historique. Historique parce que ce partenariat existe depuis des dizaines d'années. Il suffit de rappeler que le moteur Tyne, qui est le moteur qui équipe l'Atlantique 2 dont Patrick vient de parler, et le Transal,
est un moteur qui a été développé autour d'un axe Rolls-Royce Safran, qui a plus de 50 ans. Il suffit aussi de rappeler l'Adour. L'Adour, qui est un programme de moteur franco-britannique qui a été développé à l'occasion du lancement du Jaguar et qui aujourd'hui équipe tous les avions d'entraînement Hawk, donc développés par BAE Systems. Il faut aussi parler des moteurs d'hélicoptères, qui a été un axe de coopération très important avec Rolls-Royce dans le domaine militaire, autour d'un moteur qui s'appelle le RTM 322, qui a été développé pour les Merlin des forces britanniques et les NH90 également. Donc Rolls-Royce est un partenaire naturel et historique, et c'est pour ça que dans les années 2000, quand nous avons été sollicités pour développer un moteur pour la 400M, la discussion s'est engagée tout à fait naturellement et très facilement avec Rolls-Royce, et c'est autour de Safran et de Rolls-Royce qu'on a agrégé en fait un consortium européen. Alors, des enjeux importants, parce que pour nous, Safran, c'est à travers le militaire que l'on va continuer à préserver et à développer nos compétences, notamment dans les parties chaudes des moteurs, qui sont essentielles à la tenue de notre rang, et pour rester dans ce club très fermé des motoristes. Il est notoriété publique que les motoristes américains se font financer leur programme d'acquisition technologique par la DARPA, donc par le ministère américain, par le DoD, et que c'est à travers ces développements technologiques qu'après ça, nos concurrents partenaires américains développent des applications civiles. Donc c'est très très important. Alors le FCAS, donc c'est un programme très important pour nous et pour Rolls-Royce. Donc c'est un programme sur lequel on travaille déjà depuis quelque temps. Et là encore, la discussion a été très très facile sur ce sujet. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Avec, je dirais, un objectif pour nous de pouvoir proposer une solution de motorisation sur ce drone de combat futur, avec donc une répartition des tâches qui est assez largement convergée. Merci Olivier Andriès. Pierre-Éric Pommelet, Thales est un groupe intéressant parce qu'il se trouve aujourd'hui à la convergence de plusieurs briques technologiques clés d'un futur système de combat. Un groupe comme Thales ou même Leonardo, spécialisé dans la mise en réseau des grands systèmes, pourrait-il devenir un maître d'œuvre d'un tel système d'avions de combat? Alors, bon, ça, la question est facile, là. Vous nous avez habitués à des questions plus difficiles. Non, la réponse est non. La maîtrise d'œuvre, non, oui. Et je pense que François Mestre, dans son introduction, en a cité quelques éléments, et d'ailleurs a posé une question à la fin de son intervention qui montre bien que ce type de système, finalement, couvre l'intégralité des composantes opérationnelles, qu'elles soient celles de la force, celles de la préparation, celles des communications, des réseaux, et que les maîtrises d'œuvre sont à la fin étatiques. On parle bien de systèmes dont la définition, l'architecture, la maîtrise, les principes de coopération doivent bien être fixés par les États qui en ont la charge. Tout simplement parce que les investissements sont absolument considérables et ça ne peut pas provenir d'un investissement industriel, voire d'une simple stratégie industrielle. Donc, merci pour la question facile, j'y ai répondu. Voilà. Mais je vais peut-être répondre à une question que vous n'avez pas posée. Pas encore. De savoir effectivement comment est-ce que Thales, en tant que groupe industriel structuré, approche cette réflexion du système de combat aérien du futur, parce que, là, comme vous l'avez dit, on est à la convergence d'un grand nombre de sous-ensembles qui contribueront. Alors c'est vrai que ce qui est passionnant dans cette question, c'est qu'il y a une prise de conscience qui maintenant est complète, alors, et on la partage aujourd'hui avec l'Assemblée et la salle, mais en tout cas dans notre monde industriel, opérationnel, étatique, la prise de conscience a été progressive, mais maintenant elle est totale, que le sujet n'est pas la réalisation d'un objet, aussi complexe soit-il,
hein, et qu'il s'agisse d'un avion de combat ou d'un drone de combat ou des éléments qui y contribuent. On est bien en train de parler d'un système. Alors pourquoi on parle d'un système ? Parce que aujourd'hui, il n'y a pas de combat qui ne soit pas coopératif. Hein, et ça, on l'a vu, et je pense que les opérationnels présents dans la salle ne me contradiront pas. Toutes les opérations récentes se sont faites dans des coopérations entre les différents acteurs et coopération entre les forces engagées sur le terrain et leur capacité d'entraînement en amont, et puis leur capacité d'être pilotées en temps réel par des grands systèmes de commandement, et donc qui nécessitent pour ce faire des systèmes de communication sur le théâtre, au-delà du théâtre, et des très grands systèmes de traitement de l'information. Et les armées, au pluriel, parce que c'est même pas une question d'uniquement une armée, les armées se dotent progressivement de cette capacité de combat collaboratif. Alors ce futur système comprendra donc bien évidemment des senseurs de nouvelle génération. Alors c'est là où on retrouve Thales, et c'est absolument extraordinaire de voir comme les technologies évoluent et ce qu'on pourra imaginer dans les 30-40 ans qui viennent. On pose toujours la question de savoir comment est-ce qu'il y a 40 ans on imaginait ce qu'on vit aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que l'accélération des technologies fait que dans 40 ans, il y aura accès à des senseurs d'une performance absolument exceptionnelle. Il y aura des réseaux et des réseaux de communication. On parle beaucoup de radiologiciels aujourd'hui, donc qui permettent de numériser l'intégralité des communications, des formes d'ondes, et donc de pouvoir être interopératif sur le terrain. On ramènera ces informations au sol. Il faut imaginer qu'un objet aérien, aussi complexe soit-il, sera finalement un élément d'un réseau. Hein. Ce que verra le drone ou l'avion de combat sera disponible pour l'intégralité des acteurs. On parle de cloud, hein. Alors c'est évidemment des mots qu'on utilise dans le grand public, mais qui commencent à apparaître dans notre langage militaire. Et puis il faudra traiter l'information, le big data, là aussi des mots qui viennent de cette révolution numérique et qui concerneront ce système de combat aérien du futur. Voilà, donc les senseurs, leur technologie, le big data, l'intelligence artificielle, on y viendra peut-être dans le débat, et l'Europe dans tout ça. Alors c'est vrai, ça a été évoqué par François, par Olivier Andrés, par vous-même. L'Europe, pour moi, je la vois déjà au niveau de la coopération des États. Il n'y aura de programme, probablement, que si les États coopèrent, parce que le niveau d'investissement est tel, hein, qu'on se dit bien dans les perspectives budgétaires qui nous attendent, qu'un État tout seul aura du mal. Alors un État tout seul pourra faire des choses. François Mestre a parlé de maîtrise des technologies. C'est extrêmement important. Si aujourd'hui on est ITAR-free, comme on dit, totalement maître de notre technologie sur l'avion Rafale de Dassault Aviation, c'est bien, et qui nous permet de l'exporter en toute connaissance de cause, c'est bien parce qu'il y a une volonté étatique de le faire. Voilà, donc la maîtrise est importante, mais les budgets ne permettront pas. Coopération, quel type de coopération? Je terminerai par là. Je crois que nous aussi, dans notre histoire industrielle, comme tu l'as rappelé Olivier, on s'est abreuvé de coopération. Il faut quand même avouer qu'il y en avait plus avant qu'aujourd'hui, hein, et qu'on est peut-être dans un point bas de coopération, même si un grand nombre de sujets nous occupent, notamment la coopération avec les Britanniques, sous la houlette de Dassault et de BAE Systems, sur le futur drone de combat. Mais il faudra l'étendre. La coopération européenne, c'est bien sûr un idéal. On est quand même à la veille d'un Brexit. Je suis surpris que vous n'ayez pas démarré comme ça d'ailleurs, Michel Cabirol, votre introduction. Il y a évidemment ces sujets de choix des partenaires qui se posent devant nous. Justement, on a parlé beaucoup de coopération étatique. François Mestre, la France et la Grande-Bretagne ont lancé le programme franco-britannique FCAS, qui a été renouvelé d'ailleurs au-delà des 2 ans initiaux. Quelle place même pourrait avoir l'Allemagne dans le futur avion de combat européen? Est-ce qu'elle en a envie? Est-ce que vous avez des éléments déjà de réponse de la part de ce grand pays qu'est l'Allemagne, qui pourrait être le partenaire évidemment de la France et de la Grande-Bretagne dans un tel système d'avion de combat? Comme élément de réponse, je voudrais qu'on contextualise la situation. L'Allemagne avec la France, on a un point commun énorme, c'est que tous les deux, nous n'avons pas encore choisi le F-35. Et donc on a le même souci. C'est que l'Allemagne se pose la question comment elle va remplacer le Tornado et le Typhoon, et nous on se pose aussi la question de comment on va remplacer le Rafale à un horizon un peu plus lointain. Donc comme on a les mêmes questions, on peut imaginer qu'on sera capable d'apporter les mêmes réponses à ces éléments.
On discute très régulièrement avec les Allemands, et les échanges à ce stade se structurent autour de la vision du système de combat aérien futur. On n'est pas en train de se poser la question des briques élémentaires du système, mais bien de regarder ensemble comment on partage la vision de ce que devrait être un système de combat aérien futur. On en est aux prémices, et donc moi c'est plutôt un bon signe, parce que quand on appréhende le sujet de la même manière, on sera forcément lié dans la solution. Quand on discute avec les Britanniques sur les FCAS, qui ne sont actuellement que des travaux technologiques, hein. Il n'y a pas de programme. Le programme, du moins de la revue des programmes britanniques, a bien conduit au fait que pour l'instant, ils n'acquéraient pas cette capacité. Donc sur ces travaux technologiques, on partage clairement le fait que ce projet aura vocation à s'ouvrir à d'autres nations. Et comme l'Allemagne en parle aux Britanniques et comme l'Allemagne nous en parle à nous, on est bien d'accord pour ouvrir la place dans ce programme aux Allemands. La seule chose sur laquelle qu'on partage aussi complètement avec les Britanniques, c'est le fait qu'avant d'ouvrir ce projet à d'autres partenaires, il faut qu'on consolide. Et donc ce que nous sommes en train de faire ensemble, c'est bien de poser les bases, les fondations du projet autour de la plateforme, des moteurs, et des questions qui se poseront sur quels équipements à mettre à bord, avant de pouvoir l'ouvrir à d'autres partenaires. Donc, si l'Allemagne veut nous rejoindre, elle nous rejoindra, mais quand les briques seront faites. Moi, il y a quelque chose à rajouter, c'est quand on prend l'autre programme de drone qui est en train d'être lancé, sur lequel on parle beaucoup moins, mais qui est tout aussi important, le drone mâle européen, on a tous accepté, avec l'Italie et l'Espagne, à laisser le leadership à l'Allemagne d'un point de vue étatique pour la conduite. Et c'est pas parce qu'on a laissé un leadership étatique à l'Allemagne dans ce projet-là qu'on a déjà décidé que le leadership industriel serait de telle ou telle nation. C'est à l'industrie de nous proposer, à l'issue des travaux de phase de définition, quel leadership. Et je pense que dans FCAS, la même démarche prévaudra. On se structurera de façon industrielle autour d'un axe étatique, autour d'un axe franco-britannique, et il appartiendra à l'industrie, au travers de l'apport de ses compétences, de nous amener les éléments qui vont bien. Merci. Justement, la coopération franco-britannique sur le programme FCAS, c'est un peu le fondement ou la fondation de, même si c'est encore un programme technologique, les industriels, donc Olivier Andriès et Pierre-Éric Pommelet, quels sont les premiers enseignements de la coopération sur le programme FCAS? Et est-ce que vous avez pu définir des jalons de ce que pourrait être le futur avion de combat européen? Y a-t-il en même temps aussi une réelle volonté de part et d'autre de la Manche d'une coopération sincère et étroite? Olivier et Pierre-Éric? Oui, nous pensons qu'il y a une réelle volonté de coopérer des deux côtés de la Manche sur ce programme. On est encore au niveau étatique dans un processus de convergence des spécifications en quelque sorte. Donc ce processus est en cours et nous sommes confiants sur le fait qu'il aboutira relativement rapidement. Comme vous le savez, sur ce programme FCAS, les deux États ont lancé en 2014 ce qu'on appelle une Joint Feasibility Study, qui a amené les industriels de part et d'autre de la Manche à travailler ensemble sur des études d'architecture, sur des outils communs, des méthodes communes, etc. Donc au niveau du système avion, des systèmes, comme le rappelait Pierre-Éric, de senseurs et de communication. Et puis donc nous, pour ce qui nous concerne, nous travaillons avec Rolls-Royce sur, je dirais, le système de motorisation de cet ensemble. Une nouvelle impulsion a été donnée au mois de mars 2016 par les deux chefs d'État qui ont pris la décision d'engager ce qu'on appelle un démonstrateur. Donc d'engager une somme de 2 milliards d'euros pour financer ce démonstrateur. Le T0 est en 2017, le T0, et ce démonstrateur est censé faire son premier vol en 2025. Donc nous nous inscrivons dans ce programme de démonstrateur. Alors quand on parle d'un programme de démonstrateur, c'est effectivement, comme l'a rappelé Patrick, c'est un programme technologique.
c'est un programme technologique, et ce n'est pas encore, je dirais, un programme au sens, je dirais, un programme opérationnel. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, suite à ce démonstrateur, si les deux États souhaitent poursuivre, cela pourrait conduire effectivement à un programme opérationnel. S'agissant du moteur, plus exactement de la motorisation, sur un drone de combat, le moteur doit apporter au drone de combat à la fois de la performance, et donc là on parle de la poussée du moteur, et on parle donc essentiellement de ces parties chaudes, mais il doit apporter également de l'endurance, parce qu'un drone de combat est censé avoir de l'endurance, c'est-à-dire être capable d'opérer, je dirais, pendant une période assez longue, au-dessus d'un théâtre d'opération. Et donc l'endurance, quand on parle d'endurance, on parle de consommation de carburant, et donc là, on parle de l'efficacité propulsive du moteur, et notamment ses parties froides. Voilà. Et le système de motorisation doit participer aussi à la furtivité du drone. Et ça, c'est très important. Et donc, pour cela, il faut également travailler sur les parties froides du moteur. Il faut travailler sur l'éjection des gaz, la tuyère. Il faut travailler sur l'entrée d'air. Et il faut que le moteur soit extrêmement intégré à la plateforme avion. Donc, ce sont des travaux qui sont assez complexes, et c'est autour de ces travaux que l'on est en train de définir avec Rolls-Royce une répartition des tâches. Merci Olivier. Pierre-Éric. Alors, la coopération, c'est la technologie. Je pourrais aussi revenir sur les coopérations technologiques qu'on réalise dans le cadre du programme FCAS avec Leonardo, puisque nos partenaires de Selex sont en train de changer de nom. C'est vrai que du côté d'Édimbourg, ça reste un nom un peu difficile à prononcer, mais il va falloir qu'ils s'y habituent. Mais la coopération, c'est aussi la relation. Et ce qui a été assez étonnant dans cette coopération avec Leonardo, donc souhaitée par les États, organisée à travers ce programme et cette démonstration à venir, c'est que finalement les équipes se sont retrouvées. Pas oublier qu'il y a 15-20 ans, en fait, on coopérait avec Leonardo. Alors il s'appelait pas Leonardo à l'époque, il s'appelait même pas Selex, il s'appelait Jack, il s'appelait Marconi, et on coopérait avec d'ailleurs les Allemands, qui s'appelaient DASA à l'époque, et nous, qui nous appelions à l'époque Thomson CSF ou Dassault Électronique, et on coopérait sur les antennes actives du futur. Et c'est un projet qui s'appelait AMSAR, et qui ensuite a dérivé en fonction d'évolutions de produits pour le Rafale d'un côté, pour le Typhoon de l'autre. Et ce qui est absolument étonnant, c'est quand on a lancé cette coopération, en fait, les équipes étaient restées. Et alors, les managers se connaissaient et avaient un souvenir ému de cette coopération. Alors, je pense que le souvenir ému venait entre autres du fait qu'on faisait coopérer le site de Bordeaux, bien connu pour autre chose que l'aéronautique, et le site d'Édimbourg en Écosse, bien connu aussi pour autre chose que l'aéronautique. Et de toute évidence, nos équipes avaient passé ensemble des moments qui les liaient à jamais. Et ça a été extraordinaire. Moi, je m'en suis rendu compte. Je veux dire, on faisait des réunions, ils se connaissaient tous. Et ce qui a permis d'aller très vite, et d'aller très vite notamment dans les répartitions des workshares, qui sont pas simples, puisque là, on est en train d'imaginer des produits d'antennes actives, de radars, de contre-mesures du futur, très intégrés, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et la coopération a bien démarré. En tout cas, elle est souhaitée par les deux industriels. Je dirais, le deuxième point, François a parlé tout à l'heure du F-35. Il ne faut pas oublier que le F-35, Selex, Leonardo ne fait quasiment rien dessus. L'antenne active, les radars, la contre-mesure, la furtivité du F-35 est tout sauf britannique. Et donc, il y a un problème industriel pour eux, vital, à poursuivre dans ces technologies. Là, on se retrouve aussi parce que les développements technologiques que l'on fait à travers cette coopération, bien sûr, visent le grand futur, mais avec des jalons intermédiaires. On parlait des jalons programmatiques sur le programme FCAS, on a parlé Olivier, mais il y a aussi des modernisations à venir, fameux MLU, Midlife Upgrade, du Rafale d'un côté, du Typhoon de l'autre, pour lequel certaines briques technologiques, finalement, que nous développons, eh bien, on pourra peut-être, si les États le souhaitent, les partager pour ensuite faire nos équipements dans le cadre de ces projets-là.
Voilà, donc la coopération, c'est beaucoup de relationnel, et en tout cas avec les Britanniques, ça marche bien. Alors j'espère que demain soir, on poursuivra. En tout cas, on n'est pas trop inquiet à court terme. Et c'est une ambition, en tout cas entre Leonardo, Selex et Thales. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire ensemble. Merci Pierre-Éric. Avant de lancer le débat avec la salle, j'ai envie de poser une question aux trois intervenants. Une question sur un sujet très fort, sur une maîtrise d'œuvre qui doit être forte. Comment organiser une maîtrise d'œuvre forte au sein d'une coopération européenne avec des industriels qui ont un fort ADN, et surtout pour éviter des débords industriels comme on a pu le voir dans de grands programmes européens. Qui veut répondre en premier? Olivier. Je me lance. Oui, si vous faites peut-être référence à la 400M, Comme ça. ou NH90, je crois qu'il faut déjà dire que ce sont d'excellents produits. La 400M et le NH90, ce sont des produits magnifiques. Certes, il y a eu sur le NH90 des difficultés industrielles qui ont, je dirais, qui l'ont amené à faire des débuts un petit peu difficiles, mais le NH90 a fait une carrière absolument magnifique à l'export. Et c'est aujourd'hui un produit qui est reconnu unanimement à l'international pour ses performances. Il en est de même pour la 400M, et il en sera de même. C'est vrai, il y a, on le voit, des difficultés industrielles. Il y en a au niveau de l'avion, il y en a aussi au niveau de la motorisation. Ces difficultés seront traitées par les industriels, et je n'ai aucun doute sur le fait que la 400M fera une superbe carrière à l'export une fois ces difficultés industrielles passées, parce que la 400M est aussi un produit qui est reconnu comme étant excellent. Alors quels points importants là-dessus en termes de retour d'expérience? Moi je dirais deux choses. Je dirais que sur des programmes de coopération européenne, il est absolument fondamental de veiller dès le début à la convergence des spécifications et des exigences entre les différents États clients. Les différents États clients ne sont pas tous dans les mêmes situations, je dirais, géopolitiques. Ils peuvent avoir des besoins, je dirais, opérationnels qui peuvent diverger. Lancer un programme commun basé sur une coopération européenne avec des États qui ont des spécifications différentes, c'est pas totalement le meilleur moyen de partir. Donc je pense que le premier message, c'est qu'il est absolument essentiel que les spécifications des États clients convergent parfaitement. Et c'est ce travail qui est en train d'être fait, notamment sur le FCAS et sur les besoins en termes, les besoins opérationnels, en termes de furtivité, de performance, etc. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et ça c'est vrai pour tous les programmes de développement, une fois qu'on a fait le go et que nous sommes partis dans la phase de développement, il est absolument fondamental que les spécifications restent stables. Partir en développement avec des exigences qui évoluent ou des spécifications qui évoluent alors que vous êtes en pleine phase de développement, là aussi, c'est un handicap. Donc moi, les deux messages que je passerai, ce sont ces messages-là. Merci Olivier, Pierre-Éric, et après François. Alors, ce qui est extrêmement important, c'est la maîtrise d'œuvre forte, ça je crois qu'on l'a rappelé. La maîtrise d'œuvre forte provient très probablement d'une coopération avec un faible nombre de pays. Je pense que, j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui on a quelques acteurs qu'on connaît bien, on est capable de coopérer justement parce que cette connaissance est là. Je vais peut-être juste rajouter, attention, parce que ça ne va pas durer longtemps, justement. On a beaucoup coopéré il y a 20 ans, et donc il y a eu énormément de réseaux qui se sont créés à ce moment-là. On coopère moins. Je pense que c'est maintenant qu'on est mûr et qu'on est prêt pour lancer des nouvelles coopérations. Mais finalement, assez peu d'États
coopération basée sur la compétence et sur la compétence réciproque. Je pense qu'on connaît bien les industries avec qui on peut coopérer. S'il y a peu d'États, on sera capable, je pense, j'en suis sûr, de trouver des schémas de coopération stables. Et bien sûr, les points qu'a cités Olivier sont absolument clés. Je vais en rajouter un, et qui est peut-être un des éléments qui nous permet d'être finalement plus serein sur des coopérations à venir. C'est le développement des outils, de l'ingénierie système, des chaînes numériques, qui, si jamais on les utilise de façon appropriée, donc ce qui veut dire si la coopération se fait autour d'une chaîne numérique commune, on sera capable d'être bien meilleur et bien plus performant. Parce que ce qu'on voit dans nos programmes en coopération, tels qu'on les a menés, c'est qu'à la fin, il y avait beaucoup de manuels, qu'il y avait beaucoup d'informations qui se perdaient, en plus sur des programmes qui duraient longtemps, avec des spécifications qui changeaient. Donc cette fameuse configuration, gestion de configuration, a créé beaucoup de soucis. Et donc le développement de l'ingénierie système, de la chaîne numérique, que l'on va partager avec une maîtrise d'œuvre forte, devrait nous permettre de faire des objets absolument extraordinaires dans les années qui viennent, à partir du moment où on n'est quand même pas trop nombreux sur la coopération en question. François Mestre. Ouais, c'est difficile, ils ont déjà tout dit. Le point primordial, c'est pour avoir une maîtrise d'œuvre forte, il faut une maîtrise d'ouvrage forte. Hein. Et donc, du moins, la finalisation des spécifications, comme Olivier l'a dit, c'est fondamental. Et refuser d'avoir des multitudes de variantes, c'est fondamental. Mais je pense que la plus grande chose, c'est avoir une maîtrise d'ouvrage forte. Et je reviens toujours sur ce qu'on fait avec l'Allemagne sur le drone MAL. Mais la volonté, c'est bien ça. Quand on met un pays en leadership sur un projet, il doit assumer ce rôle de leadership et il doit donc assumer cette maîtrise d'ouvrage forte. La deuxième chose que doit faire l'État, en plus de ne pas faire bouger les spécifications au fur et à mesure du temps, c'est aussi de refuser que l'industrie s'engage dans les domaines où elle n'est pas compétente. La coopération de jadis a été un moyen de faire monter en compétence des acteurs industriels qui n'avaient pas forcément la compétence dans le domaine. Maintenant, on a des industriels majeurs. C'est à eux à se structurer sur leur cœur de compétences pour apporter le meilleur de ce qu'ils font et sûrement pas de monter en compétence pour mieux faire la compétition le coup d'après. Hein. Et donc je pense que suivant ces deux axes, soyons forts de façon étatique sur la maîtrise d'ouvrage et veillons à ce qu'on utilise bien les compétences des industriels dans nos coopérations. Ce seront les deux axes qui nous permettront d'être meilleurs sur les projets. Je voulais seulement dire, la 400M et le NH90, c'est pas des déboires. C'est des programmes et je partage que ce sont des beaux produits dont la finalisation reste à parfaire. Merci François Mestre. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? On va prendre 2-3 questions très très courtes, puisqu'il nous reste très peu de temps. Est-ce que vous voulez poser des questions? Oui, monsieur. Vous vous présentez, s'il vous plaît. Bonjour, Dasras, excusez-moi, je suis au titre de la FTC, l'association pour le patrimoine technologique et historique. Une question à Monsieur Mestre. Vous aviez évoqué dans le cadre du CAS, en disant que l'Allemagne serait susceptible de venir quand vous aurez les premières briques. Vous ne craignez pas qu'elle puisse, dans ce temps-là, succomber à d'autres tentations, par exemple vis-à-vis de Northrop Grumman, sur lequel elle a toujours eu des accords particuliers, et participer ou prendre des parts dans leur programme en cours? Non. On les voit suffisamment souvent, on discute suffisamment souvent avec eux pour savoir et pour mûrir ensemble quel est le meilleur moment pour rentrer dans ce projet. Hein, du moins, non, on n'a pas cette crainte, on y croit vraiment qu'on construira autour de ce projet l'industrie de défense européenne de ce secteur-là pour les drones de combat, mais il y a tout le reste à faire autour et j'ai toute confiance dans le fait que les Allemands trouveront bien leur place dans cet élément-là, dans un système plus global. Hein. Du moins, ma conviction, c'est que le système de combat aérien, c'est pas chaque élément, c'est bien la vue globale et leur pierre à l'édifice, elle est énorme à apporter. Donc, moi, j'ai toute confiance que oui, ils s'associeront à nous au moment opportun, quand on leur sera capable de leur offrir autre chose que du sable mouvant. Une dernière question dans la salle, monsieur. Comment on définit un futur avion de combat? Parce qu'il faut définir contre qui on va se battre. Et partant de là, comment on définit l'avion en fonction du potentiel ennemi, quoi.
On a un processus qui est beaucoup plus large que qu'est l'avion de combat. On travaille de façon très étroite avec l'état-major des armées, mais les industriels aussi, on est en train de mettre en place, en se disant, j'ai 2 choses à identifier. C'est quoi la menace de demain? Donc c'est contre quoi je vais me battre, ou face à quoi faut-il que je me défende, et dans quel scénario opérationnel? Parce que le mode d'emploi est aussi quelque chose de structurant. Et donc on est en train de mettre en place une structure large, et j'espère le plus large possible, avec les états-majors, avec la DGA pour et les industriels, de manière à partager cette vision à très long terme pour pouvoir en décliner les allocations de performance sous équipement par équipement, système par système, pour dire, est-ce que pour frapper, il vaut mieux que ce soit un avion qui le fasse ou un missile de croisière? Il faut qu'on ait cette analyse globale. Donc la vision, c'est bien quelle menace, à quel horizon et dans quel scénario d'emploi. Merci beaucoup. On va conclure. On va remercier les 3 intervenants de leur prestation. Merci François Mestre, merci Olivier Andriès et merci Pierre-Éric Pommelet.